rediffusion à 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, je vais avoir la chance de parler avec un gestionnaire des activités et un agent de conservation de la Commission de la capitale nationale. Je vais aussi m'entretenir avec Sophia Benzakour, qui est agent des communications pour l'organisme Amputés de guerre. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi M. Yacouba Traoré, qui est le directeur général du Centre des ressources communautaires Rideau-Rockcliffe. Et vraiment, avant de rentrer dans tout ce dont on a prévu parler aujourd'hui, là, j'aimerais qu'on rappelle aux gens qui nous regardent l'importance de votre organisme pour votre quartier et pour les quartiers environnants. Oui, merci. Le Centre de ressources communautaires Rideau-Rockcliffe est un centre de service social qui sert le quartier 13 d'Ottawa, le quartier Rideau-Rockcliffe. Notre mission est d'aider les gens qui sont dans le besoin, qui vivent dans la pauvreté. Alors, on offre plein de services, des services de banque alimentaire, des services de counseling, de santé mentale et plein d'autres services que nous offrons aux habitants qui sont dans le besoin dans notre quartier. Si je peux me permettre de le dire, là, puisqu'on a eu à se parler, pas forcément avec vous, mais avec des gens de votre équipe, la saison précédente, ça relève vraiment du miracle, ce que vous avez pu faire durant la pandémie, parce qu'on sait que c'était pas facile pour tout le monde, mais vous avez réussi à garder le cap. Oui, c'est sûr que quand la pandémie a été déclarée, c'était difficile pour les résidents que nous servons d'habitude, parce que c'est déjà des gens qui ont peu de moyens, donc il fallait que le centre très rapidement s'adapte à la pandémie. Donc, nous avons pivoté nos services. Nous avons eu la malchance d'être fermés pendant un petit temps, pendant une semaine, où il y avait des cas de COVID dans notre centre, mais nous nous sommes remis très rapidement et nous avons adapté nos programmes virtuellement pour pouvoir servir notre clientèle, ainsi que changer le mode de livraison de notre banque alimentaire. Donc, on a fait ça très rapidement, mais on a eu beaucoup d'aide de la communauté pour pouvoir s'adapter rapidement aux besoins changeants de la communauté pendant la pandémie. Je m'attends à une réponse positive à la question que je m'apprête à vous poser, mais je vais la poser quand même. Est-ce qu'il y a une augmentation de la demande durant la pandémie ou c'était toujours les mêmes personnes et tout ça? Non, il y a eu une très grande augmentation de la demande pendant la pandémie. Pour vous donner une idée, en 2019, nous avons servi 12 000 personnes dans la communauté. Et en 2020, quand la pandémie a commencé, à la fin de 2020, on était rendu à 26 000 personnes qu'on servait. Donc, il y a eu une presque le doublement en fait. du nombre de personnes que nous servons. Donc, pour faire face à ça, on a dû créer de nouveaux programmes également pour pouvoir aider la communauté. Et on a eu beaucoup d'aide de la ville d'Ottawa, des différents bailleurs de fonds et puis de la communauté pour pouvoir faire face à cette augmentation très accrue de la demande pour nos services. Les programmes que vous avez inaugurés ou lancés durant la pandémie, on va en parler après la pause. Il nous reste quelque chose comme 1 minute 45 secondes, mais j'ai envie de vous demander comment votre équipe a tenu le coup. 12 000 personnes à 26 000 personnes, ça demande beaucoup de travail. Oui. Ça demande beaucoup de travail, en effet. Donc, notre équipe, c'est une équipe de personnes qui sont dédiées, qui ont la passion de servir la communauté, de servir les gens qui sont dans le besoin. C'est sûr qu'à l'intérieur, à l'interne, ce qu'on a dit à tous nos employés, c'est d'abord de prendre soin d'eux-mêmes, de s'assurer qu'ils ne s'exposent pas, parce qu'on n'avait pas de vaccin à ce moment-là, quand la pandémie a commencé. Donc, tout le personnel qui n'était pas essentiel a commencé à travailler de la maison
puis également, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'ateliers sur la santé mentale, comment prendre soin de soi, et puis il y avait des rencontres d'équipe pour voir comment les gens allaient, comment ça se passait, comment ils étaient en train de dealer avec la pandémie. Donc, on a fait ça, et puis les gens qui rendaient les services essentiels, on s'est assuré dès le départ qu'ils aient les mesures de prévention sanitaire étaient en place, puis s'assurer vraiment que, en tout cas, ils prennent beaucoup de pauses aussi, puis des jours off pour pouvoir s'occuper d'eux-mêmes. Là. Donc, je pense que on a une équipe très dédiée. Je suis très fier de mon équipe, et puis ils veulent aider la communauté, et puis ils ont fait de leur mieux pour aider la communauté. Vous avez raison d'être très fier de votre équipe parce que vous avez fait du beau travail. Après la pause, on va vraiment parler du contenu de tous ces nouveaux programmes-là. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Passeport 1225, on va parler de jeux de la communication avec un jeune étudiant de l'Université d'Ottawa. On va parler de Run Now Show avec l'animateur en question. Et on va parler business avec un fils d'entrepreneur marocain. Toutes les informations pour tous les goûts, c'est ça, Passeport 1225. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, le Centre des ressources communautaires Rideau Rockcliffe a augmenté sa demande durant la pandémie de 12 000 personnes. Ils ont commencé à desservir plus de 20 000 personnes et ça vous a poussé à créer de nouveaux projets. Et moi, j'ai capoté, en tout cas le jour où j'ai entendu parler de l'incubateur 13, c'était la saison précédente, j'ai beaucoup apprécié. Et c'est un sujet que j'aimerais qu'on discute, vous et moi, le premier projet. Oui. Okay, notre incubateur 13 est un projet d'emploi et d'entrepreneuriat pour les jeunes de moins de 30 ans. Nous sommes en partenariat avec RBC, la fondation RBC, de la Royal Bank of Canada, oui. Donc qui nous finance pour ce projet. L'objectif est vraiment d'aider les jeunes qui sont dans la difficulté à se trouver un emploi et des jeunes qui ont des idées de partir leur propre entreprise, de leur donner la formation nécessaire pour qu'ils puissent démarrer leur propre entreprise. Et nous voulons le faire avec des jeunes qui ne sont pas des jeunes qui ont beaucoup de moyens, des jeunes qui ont souvent de la difficulté ou qui ont même souvent des problèmes de santé mentale. Donc, on travaille également avec le service Youth Services Bureau, le nom m'échappe en français présentement, donc où on a beaucoup de jeunes qui sont en placement, qui
passe à travers nos ateliers de préparation à l'emploi qui font des placements dans nos propres entreprises sociales ici et puis qui travaillent également dans la communauté. Donc, c'est vraiment un projet qui est novateur pour nous. C'est un projet qui le focus est sur les jeunes, réellement aider les jeunes à pouvoir devenir indépendants économiquement et puis à pouvoir se trouver un emploi et puis prendre soin d'eux-mêmes et puis autonomes. Donc, nous sommes très fiers du projet Incubateur 13. Vous pouvez être fiers parce que... Le dernier volet... Oui, allez-y avec le dernier volet. Puis le dernier volet de Incubateur 13 également, c'est nous essayons avec les jeunes qui ont entre 8 et 17 ans de développer leurs compétences digitales, donc de les apprendre à faire ou du développement web, à essayer d'apprendre c'est-à-dire les jeunes qui aiment les jeux vidéo, à apprendre à développer des jeux vidéo et puis tout ça, donc en s'amusant. Ça, c'est également des compétences digitales là, qui sont également une partie de l'incubateur 13 qu'on fait dans notre quartier. C'est ça que j'arrête pas de dire à tous les organismes que j'ai sur l'émission. La pandémie pensait nous avoir fait du mal là, mais non, ça nous a donné plus d'idées pour créer de nouveaux programmes, de nouveaux services. Un autre volet ou un autre programme que j'aimerais qu'on discute, c'est le marché de produits gratuits. Parce que je me rends compte que j'ai ça devant moi. Tous les services que vous offrez, là, il y en a une panoplie qui ont rapport avec comment aider les gens à avoir le strict minimum pour pouvoir se nourrir. Et ça, je trouve ça super important. Oui, on a beaucoup de pauvreté dans notre quartier. À peu près 12 à 13% de notre quartier sont appelés des familles ou des personnes qui sont à bas revenus. Donc, c'est sûr que les gens ont beaucoup de temps. Ils ont à faire un choix entre se loger et se nourrir, qui sont des besoins de base. Donc, nous, on est là également pour les aider. Donc, on a une banque alimentaire où il y a à peu près 700 familles chaque mois qui utilisent les services de la banque alimentaire. Mais à côté de la banque alimentaire, on a également essayé de bonifier un peu notre offre en alimentation. On a notre service quand la pandémie a commencé, par exemple, on a mis en place un service qui est bonne alimentation à votre porte, où nous, on a offert à des gens à faible revenu une livraison gratuite, une livraison qui était gratuite, mais de produits qu'ils achetaient, des paniers de produits de $20 où il y avait des fruits et des légumes là-dedans. Donc, pour pouvoir leur permettre d'avoir une alimentation saine pendant la pandémie avec peu de ressources. On a fait ça et puis on a transitionné durant la pandémie à bonne alimentation mobile où on a à peu près 7 emplacements à travers la ville où les gens peuvent s'inscrire et puis on leur apporte les boîtes qu'ils achètent en ligne au cours de nos services. À notre banque alimentaire également, on a essayé de faire de la livraison gratuite grâce à l'aide avec notre communauté. Le Manor Park, le conseil communautaire de Manor Park a créé un service qui s'appelle Ottawa Cares, où les bénévoles de notre communauté font la livraison des produits de notre banque alimentaire aux gens qui sont dans le besoin. Donc, on a les paniers alimentaires qui sont livrés aux résidents qui en ont besoin et qui ont des difficultés à se transporter pour venir à la banque alimentaire. On a créé une tente qu'on appelle Veggie Tent, une tente de légumes gratuite où on offre aux gens qui viennent utiliser la banque alimentaire ou les membres de la communauté qui ont peu de moyens, de pouvoir venir une fois par semaine et puis avoir accès gratuitement à des légumes et à des fruits frais. Donc, on a créé toutes ces choses. On a également un programme d'alimentation qui est de repas chauds, de livraison de repas chauds qu'on a commencé pendant la pandémie. 400 familles, à peu près 400 familles sont servies toutes les semaines et on est rendu à plus de 30 000 repas chauds qu'on a distribués aux gens de la communauté en collaboration avec Café à matière à réflexion. Qui nous sert ces repas chauds. Donc, on a essayé réellement de
d'aider notre communauté, les gens qui ont de la difficulté avec les besoins de base, à pouvoir passer à travers la pandémie et puis à pouvoir rester digne et à pouvoir s'alimenter de manière équilibrée. Ça fait partie de notre mandat et c'est ce qu'on essaie de faire. Vous faites un travail extraordinaire là. Je suis frustrée là parce que on aurait même pu prendre juste 1 heure d'émission là pour parler de tous vos programmes. Il y en a tellement, programmes en santé mentale. Puis là, on va inviter les gens qui nous regardent là, vous apporter du soutien parce que c'est pas facile de porter tout ça sur vos épaules. Je sais que vous avez des partenaires, mais la communauté est invitée à vous encourager. Merci beaucoup, Monsieur Traoré, et sincèrement, vous faites un excellent travail. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. À vous aussi, au revoir. OK. Bien vrai que ce centre-là a des partenaires. On veut vous inviter à visiter le www.crcrr.org. Le site web est en ce moment même à l'écran. Vous pouvez aller là-bas et puis faire un don. Ça peut peut-être les aider à continuer leur mission. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler du service des plaques porte-clés de l'organisme des amputés de guerre. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Hey. L'idée ce n'est pas qu'il faut fuir, c'est de partager, c'est comme un désir. De voir ce qui se trouve derrière les lignes, dessinées par des cartographes aux intentions bénies. Il sait, ok, 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 ok. Il sait, ok, 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 ok. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens maintenant avec Sophia Benzakour, agent des communications pour l'organisme Amputés de guerre. Et puis, tu n'es pas juste une agente des communications, je veux dire, tu as grandi dans cet organisme-là parce que tu es là depuis 2006, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi tu as intégré cet organisme-là en 2006? Oui, donc moi, je suis également une personne amputée. Donc, l'Association des amputés de guerre vient en aide aux personnes avec une amputation à travers le Canada. Moi, je suis venue au monde avec une amputation, donc c'était congénital. Et c'est depuis l'âge de 12 ans que je fais partie de l'association, donc en 2006, comme vous avez dit. Et donc, depuis l'âge de 12 ans, je côtoie les personnes qui y travaillent. On assiste à des séminaires régionaux annuels. Donc, on rencontre plein d'autres personnes qui vivent aussi avec une amputation. On peut s'échanger des conseils, donner de l'aide morale. Mais c'est aussi, donc, l'association, sa mission principale, c'est de l'aide financière. Donc, grâce à eux, j'ai eu beaucoup de prothèses depuis l'âge de 12 ans qui ne seraient pas financées par le gouvernement autrement. Donc, c'est vraiment, c'est une aide que j'ai reçue et maintenant, je peux aider à mon tour. J'ai eu à parler plusieurs fois avec une de tes collègues, Isabelle Vermette, qui m'a parlé je vais dire, des prix des prothèses là. Et c'est vraiment souvent pas donné. Ça coûte cher. En effet, donc, comme vous avez dit, Isabelle Vermette, elle, c'est une amputation de bras. Moi, j'ai une amputation à la jambe et ça varie aussi de type de prothèse. Donc, les prothèses pour des amputations de bras, ça peut commencer à 5 000, mais ça peut aller jusqu'à 15 000.
alors que les prothèses pour les jambes comme la mienne, ça commence plutôt dans les alentours de 15 000, puis ça peut aller jusqu'à des 40 000 $. Donc, en effet, c'est dispendieux. Et quand c'est pas couvert par le gouvernement, ben, ça coûte très cher, surtout quand on parle d'enfants qui grandissent et qui ont besoin d'une nouvelle prothèse à chaque année. Donc, l'Association des amputés de guerre vient beaucoup aider ces personnes, ces familles. C'est pas juste quand tu parles des enfants qui doivent le changer. Là, ce qui m'avait interpellée quand j'en discutais avec Isabelle une fois, c'est que parce qu'ils veulent permettre aux enfants de vivre comme tout autre enfant, parce qu'ils ne sont pas aussi différents que ça, c'est d'avoir des prothèses qui leur permettent de faire toutes les activités, comme par exemple une prothèse pour aller à la natation. Il faut une prothèse aussi peut-être pour aller courir. Donc, ça fait différentes prothèses que ces enfants-là doivent avoir. Et comme tu l'as dit tantôt, là, ça doit être vraiment comme un stress incroyable pour les parents. Alors, aux amputés de guerre, tu viens de le dire, il y a un soutien moral qui est apporté et aux enfants et aux parents. Il y a aussi de l'aide pour acheter les différentes prothèses. Mais j'aimerais qu'on parle des différents programmes, parce que vous avez différents programmes. Le premier programme que j'aimerais qu'on discute, c'est les vainqueurs. Je pense que tu es passé par là aussi. Oui, exactement. Donc, les vainqueurs, c'est la façon dont on appelle les enfants amputés. Parce que pour nous, comme vous avez dit, ils ne sont pas différents. Ils font des choses un peu différemment, mais on réussit à faire les choses comme tout le monde. Donc, on les appelle les vainqueurs. Donc, c'est le programme pour aider les enfants particulièrement. Et puis, donc, c'est là qu'on donne de l'aide financière et aussi morale. Donc ça, c'est un de nos programmes. Ça a été fondé un petit peu plus tard parce que au début, l'Association des amputés de guerre, ça avait été créé pour les vétérans et par les vétérans qui revenaient de la guerre avec des membres en moins. Mais en 1975, ça a été élargi. Donc c'est là que le programme Les Vainqueurs a été créé. Et donc là, ça incluait toute personne avec une amputation, mais surtout les enfants. Et là, c'était quelconque raison de l'amputation. Donc, ça pouvait être suite à une maladie, un accident ou bien de naissance comme moi. Oui. Puis le deuxième programme aussi, c'est Jouer prudemment. Celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il y a tellement d'enseignements. Je ne sais plus qui gère ce programme-là, mais c'est un monsieur. Je lui avais parlé une fois ici au studio et il expliquait que comment c'était important d'enseigner les parents à faire attention. Et ce Jouer prudemment, ce n'est pas juste pour les parents, ça prend en compte aussi les enfants. Exactement. Vous parlez sûrement de M. Louis Bourassa. Merci. Qui est aussi le directeur. Oui. Donc, il est aussi le directeur du programme Les Vainqueurs. Et puis, lui, il est particulièrement touché par le programme Jouer prudemment parce que lui-même a perdu sa jambe suite à un accident de tondeuse à gazon. Et donc, c'est souvent cette cause cette cause d'accident qui mène à une amputation, mais il y a d'autres accidents qui peuvent survenir aussi. Et le programme Jouer prudemment, c'est pour sensibiliser les jeunes à la prudence. Donc, de faire attention où on joue, qu'est-ce qu'on fait, avec quel outil on peut jouer, quel outil c'est dangereux. Puis c'est une approche d'enfant à enfant, donc on envoie souvent des vainqueurs faire des présentations, soit dans leurs propres écoles ou bien dans d'autres écoles ou des camps de jour, pour vraiment faire la sensibilisation auprès des jeunes. Et le message est envoyé par un jeune, donc ça se reçoit mieux en général. Et c'est très important pour nous parce qu'on voit que souvent des personnes ont des accidents et ça mène à des amputations. Donc, on veut l'éviter. Même si on peut bien vivre avec une amputation, on préfère l'éviter quand c'est possible. Oui, c'est ça, exactement. On préfère l'éviter quand c'est possible. Et on va inviter aussi les gens, pendant que je parle de ce programme-là, à aller regarder vos vidéos sur YouTube, là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont expliquées là-bas. Le troisième programme, c'est l'équité pour les personnes amputées. Ça vient de pair avec votre mission dans votre organisme, pardon. Oui, exactement. Donc, ce programme-là, il est plutôt du côté juridique. Ouais. Quand des personnes font face à des problèmes dans leur milieu de travail ou bien même à l'école, donc des problèmes qui démontrent de l'injustice face aux personnes amputées, alors l'association peut venir en aide également. Donc, on va mener les batailles avec les vainqueurs ou avec les personnes amputées pour pouvoir les aider, puis rendre justice, un petit peu là, de rétablir la justice dans la situation. Cette mission que vous avez là, elle me touche particulièrement parce que quand je regarde des anges que vous avez qui font des vidéos témoignages et tout, ça me rappelle concernant ce programme-là, je pense le petit Jacob, qui lui, je crois qu'il est amputé à son pied, mais qui fait une présentation en classe pour montrer à ses amis comment on peut vivre avec une amputation. Et là, je pense que l'équité rentre
vraiment dans ce contexte-là? Parce que lui-même, il est un témoignage, il n'a même pas 10 ans, là. Exactement. On a plusieurs vidéos, comme vous l'avez dit, on peut les trouver sur YouTube. Donc, la présentation de différents vainqueurs. Et c'est vraiment pour montrer c'est quoi la réalité d'une personne amputée. C'est vrai que c'est différent, mais grâce aux prothèses, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Vous avez mentionné la natation, la course, mais c'est aussi des passe-temps comme jouer d'un instrument de musique, faire de l'art. Donc, ça, c'est plutôt pour les personnes avec des prothèses de bras. Donc, vraiment, tout est possible et on trouve que c'est nécessaire. C'est pas quelque chose qu'on pourrait vivre sans. On veut que tout le monde puisse vivre comme tous les autres, puis faire les activités qu'ils désirent. Sophia, on a une belle discussion, toi et moi, mais tu sais qu'on va aller à la pause et juste après, on va continuer de parler de cet anniversaire-là qui s'en vient pour 2021. Vous voulez en savoir plus? Restez avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand le corps flanche, quand les nuits n'arrangent plus rien, quand je ne trouve plus ta main dans la foule, quand les erreurs nous épuisent les épaules, quand l'élan ne propulse plus le mouvement, reviens-moi, reviens-moi. Car ici tout se vide et plus rien ne se remplit, tellement que j'en ai donné mon corps. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours des différents programmes de l'organisme Les Amputés de guerre avec Sophia Benzako, qui est agente des communications. Et Sophia, on a passé en revue avant la pause les différents programmes, les vainqueurs, le programme Jouer prudemment, l'équité pour les personnes amputées et le dernier en date, c'est Opération Héritage. Qu'est-ce que c'est? Oui, donc Opération Héritage, c'est notre façon de toujours rendre hommage aux vétérans qui ont créé l'Association des amputés de guerre. C'est en 1908 que ça a été créé, donc l'association a plus que 100 ans, mais on continue de donner ce message et de rendre hommage, comme j'ai dit. Donc là, Opération Héritage, c'est plutôt quand on assiste à des cérémonies pour rendre hommage aux anciens combattants. Donc, bientôt, ça s'en vient avec le 11 novembre, mais on fait aussi des présentations juste pour donner de l'information, pour dire au public qu'est-ce que les vétérans ont pu faire pour nous. Et c'est la raison pour laquelle l'association existe. Donc, c'est vraiment important pour nous. Je pense que c'est encourageant et puis c'est motivant pour les jeunes qui participeront à ces activités-là de voir des personnes qui pourront leur donner des conseils. Même si l'organisme en fait beaucoup, ça serait intéressant de voir d'autres personnes. Je pense que c'est assez intéressant. Tous ces programmes dont on vient de parler, là, Sophia, il faudrait qu'on le dise au public, ils sont vraiment financés par votre service de plaques porte-clés. Et vous fêtez le 75e anniversaire cette année. Oui, exactement. Donc, l'Association des amputés de guerre ne reçoit aucune subvention gouvernementale. On peut financer les prothèses, puis aider les personnes amputées seulement grâce aux dons du public au service des plaques porte-clés. Donc ça, c'est un service qui a été créé il y a 75 ans cette année.
encore une fois par les anciens combattants. Eux, ils l'avaient créé pour donner de l'emploi aux personnes qui revenaient de la guerre avec une amputation, parce que dans ce temps-là, c'était plus difficile de trouver de l'emploi à ce moment quand on avait un membre en moins, mais aussi pour la mission d'aider le public, parce que c'était quelque chose qui leur tenait vraiment à cœur en tant que personnes qui ont fait la guerre. C'est vraiment dans leurs valeurs. Donc, nous, on continue ça depuis 75 ans. Puis, c'est donc un service de protection de clés. Donc, c'est des plaques porte-clés avec un numéro confidentiel écrit dessus qui est associé à la personne à qui appartient le trousseau de clés. Donc, si jamais le trousseau de clés est perdu et que quelqu'un les retrouve, la personne qui les retrouve peut soit composer le numéro de téléphone qui y est inscrit ou bien simplement déposer le trousseau de clés dans une boîte aux lettres. Nous, l'Association des amputés de guerre, on va se charger de récupérer ce trousseau et l'envoyer à son propriétaire par la poste, tout ça gratuitement. Donc, les personnes peuvent adhérer à ce service et obtenir une plaque porte-clés, encore une fois gratuitement, mais ils sont encouragés à faire un don justement pour aider les personnes amputées à travers l'Association des amputés de guerre. Je ne me rappelle plus exactement du chiffre en ce moment-là, mais je sais que durant la dernière année, vous avez pu retourner des clés à des propriétaires là, pour beaucoup de personnes. Donc, c'est quelque chose qui est utile. Oui. Oui, exactement. Ça arrive quand même souvent que des personnes perdent leurs clés. Oui, ça, donc, c'est depuis moi. Oui, c'est ça. Puis maintenant, ça coûte vraiment cher à remplacer, souvent avec les clés de voiture technologiques, électroniques. Et puis, donc, on voit avec les chiffres que ça arrive assez souvent parce qu'on a retourné plus de 1,5 million de trousseaux de clés perdus depuis l'instauration du programme. Donc là, maintenant, pour les gens qui nous regardent, qui ont compris l'utilité et l'importance d'avoir des plaques porte-clés, comment ça fonctionne? Si moi, je veux en avoir une, qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est possible de les commander en ligne ou bien au téléphone. Puis, comme j'ai dit, c'est tout à fait gratuit. Donc, on ne fait que s'inscrire, rentrer nos informations pour que la plaque porte-clés soit associée à notre profil, donc nos coordonnées. Et puis, une fois que vous les aurez commandées, vous les recevrez par la poste en quelques semaines et vous pourrez les mettre à votre trousseau de clés. Comme ça, elles sont protégées. Ensuite, on va les renvoyer. On va renvoyer des nouvelles plaques porte-clés à chaque année pour que nos dossiers soient mis à jour. Et pour continuer de protéger les clés des personnes. Personne ne saura le numéro que vous avez appartient à qui. Les documents que vous donnez, comme vos noms et tout, adresse, sont exclusivement dans les dossiers des amputés de guerre. Donc, personne n'aura accès à ça. Donc, pas de crainte à avoir. Maintenant qu'on parle du 75e anniversaire, Sophia, j'aimerais te demander, puisqu'on est en période de pandémie, je sais, mais est-ce que vous allez célébrer l'occasion? Tout au long de l'année, on essaye d'en parler. On a une couverture médiatique sur nos réseaux sociaux ou bien dans les médias, dans les journaux. Donc, on en parle comme ça en entrevue. C'est la façon dont on le célèbre. On veut partager le mot. Puis encore une fois, on a envoyé les plaques porte-clés en fait au printemps et ça va se faire de nouveau en 2022. Donc, on veut vraiment donner ce message à la population pour qu'ils sachent qu'on peut les aider de cette façon. Et pour célébrer en effet le 75e, puisque ça fait autant de temps déjà que ça existe. C'est vrai. Merci beaucoup, Sophia, et puis bon anniversaire à vous. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès au service de plaques porte-clés, c'est gratuit. Ça sera au www.amputédeguerre.ca. C'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, je m'entretiens avec un gestionnaire des activités planaires de la Commission de la capitale nationale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Attention, red flag, oh red flag. Je divague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh red flag. Je divague, oh red flag, oh red flag. Attention. Red flag, oh
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va découvrir ensemble le projet de gestion responsable des sentiers de la Commission de la capitale nationale. Et pour en parler, Pierre-Olivier Dorego, qui est gestionnaire des activités de plein air. Et on a envie d'en savoir plus, Pierre-Olivier, sur ce projet. C'est quoi? Bien, en fait, le projet de gestion responsable des sentiers, c'est un projet qui visait à réduire l'impact environnemental des sentiers non officiels, tout en améliorant l'offre récréative du parc de Gatineau. Les sentiers non officiels, en fait, c'est des sentiers qui n'ont pas été aménagés par la Commission de la capitale nationale. C'est des sentiers informels qui ont été créés par le public. Parfois, ça peut être des anciens chemins, si on veut, forestiers qui datent d'avant la création du parc de Gatineau. OK. Donc, au parc de Gatineau, on comptait quand même environ 300 km de ces sentiers-là sur l'ensemble de notre territoire, en comparaison à 200 km de sentiers officiels entretenus par la Commission de la capitale nationale. Donc, on a consulté... Oui, allez-y. Moi, la question qui me vient tout de suite, c'est comment vous faites vos choix? Comment vous faites les choix des sentiers que vous devez travailler? Oui, donc, historiquement, il y a un réseau de sentiers qu'on entretient puis qui a été créé par la Commission de la capitale nationale. Puis parmi les sentiers à travers le projet qu'on décide d'intégrer, si on veut, à l'offre récréative du parc de Gatineau. Okay. Ce qu'on a fait, c'est qu'à travers le projet, on a consulté avec le public tout simplement pour mieux connaître leur utilisation et leurs préférences par rapport à ce réseau secondaire-là de sentiers non officiels. On a consulté pendant près de 3 ans, en fait. Et puis, ensuite, on a fait des études, des analyses spécifiques d'un point de vue environnemental et d'un point de vue récréatif sur chacun des sentiers pour en faire une sélection d'environ 100 km au final. Donc, parmi les 300 km de sentiers qui sont non officiels au parc de Gatineau, on va intégrer 100 km au réseau du parc de Gatineau. Puis, ces sentiers-là vont être utilisés en été pour la randonnée pédestre, pour le vélo de montagne, ce genre d'activité-là. Puis en hiver, c'est un mélange de raquettes, ski de fond et vélo d'hiver. OK. Et la réhabilitation, ici, on en parlait, la réhabilitation et surtout l'entretien. Comme par exemple, là, je sais qu'on va parler des phases un peu plus tard, mais quand vous retrouvez un sentier, OK, c'est sur celui-là qu'on va travailler, c'est quoi les premières étapes? Oui, bien, en fait, on a, sur chacun des sentiers qu'on a pris la décision d'officialiser, on a fait une analyse par rapport à l'impact environnemental du sentier et puis on a ciblé des interventions afin de réduire ces enjeux-là. Donc, le but, c'est de faire des interventions, disons qu'on passe à travers un milieu humide, puis que le seul enjeu qui est identifié à cet endroit-là, c'est qu'on veut éviter de passer dans le milieu humide. Bien, soit qu'on va faire un contournement ou un réacheminement du sentier, où on pourrait aussi déposer des passerelles pour passer à travers cet endroit-là. Donc, c'est surtout des mesures d'atténuation qu'on met en place. Mais il peut y avoir aussi une intervention qui vise à améliorer l'expérience des visiteurs. Disons qu'il y a un sentier qui n'est pas un terrain optimal ou une surface optimale, où il y a des interventions à ce niveau-là aussi là, qui ont lieu. C'est pour ça que j'aime beaucoup le concept que vous avez, là, la carte interactive, là, ça aide beaucoup parce qu'au moins les gens, puisque vous travaillez sur plusieurs affaires en même temps, ils peuvent savoir, OK, ce sentier de gauche, là, je ne peux pas y aller parce qu'il y a des travaux. Donc, ça aide un peu les gens à savoir où est-ce que vous êtes rendu dans votre travail. Ça, c'est bien pensé. Exact. C'est un projet de longue haleine. On a commencé l'implantation en 2018. Ça, c'est après 3 années de consultation. Mais donc, on a commencé en 2018. Puis, on vise la fin de l'implantation du projet peut-être en 2022. Donc, en effet, ça peut être difficile à suivre un peu par le public. Mais on a des outils en ligne sur notre site web pour voir où est-ce qu'on est rendu et où est-ce qu'on s'en va avec ces travaux-là. Puis il y a aussi de l'information plus spécifique sur des fois le type d'intervention qu'on pourrait faire, puis ou comment s'inscrire comme bénévole pour participer au corps les bénévoles. Mm-hmm.
Je voulais même parce que qu'on en parle. principalement ce projet-là est livré, si on veut, par des bénévoles. Pour vous donner une idée, là, juste de l'année qui vient de se passer, fait que durant l'été et l'automne, on a eu entre 100 et 120 bénévoles qui ont participé à des corvées d'entretien sur les sentiers. Puis on parle de corvées qui peuvent être... on peut avoir 3-4 corvées par semaine. On voit des images justement de bénévoles au travail. Et puis, fait que dans la dernière année, ils ont accompli quand même environ 1800 heures de travail, là, le groupe de bénévoles. Wow. C'est énorme. Si on y pense, d'aucune façon on pourrait réussir à faire ce projet-là sans les bénévoles. Puis, c'est ça. Avec l'implication bénévole aussi, ça crée des ambassadeurs, des gens qui croient au projet, qui peuvent bien comprendre, ils interagissent avec nous autres sur le terrain, ils peuvent bien comprendre les objectifs du projet, puis ça aide avec l'acceptabilité aussi du projet. Ils peuvent parler à des gens qui utilisent des sentiers non officiels, ils peuvent faire un peu les relations publiques pour le projet pendant qu'ils travaillent. Et c'est des utilisateurs du parc, donc ils sont sur le terrain, puis comme je dis, ça devient des ambassadeurs. Ça fait une activité aussi pour les familles, parce que si les enfants peuvent, éventuellement, s'ils peuvent travailler avec vous autres, ça fait une activité en famille aussi. Tout à fait. Puis, parmi les types de bénévoles, c'est sûr qu'avec la COVID, ça a un peu chamboulé les travaux, mais on a eu des camps de jour de jeunes qui ont participé. Il y a des familles, des fois, qui se présentent. Des fois, des personnes âgées, tout le monde y trouve son compte. Nous, quand on crée une corvée, on prévoit des travaux pour... Il y a des gens qui vont vouloir bouger des grosses roches, puis c'est ça, qui vont vouloir faire du gros travail physique. Puis il y a des gens qui vont vouloir peut-être participer à peut-être plus au niveau du design du sentier, puis des gens qui vont vouloir racler des feuilles. Fait qu'il y a des travaux pour tout le monde peut s'impliquer. C'est une belle façon de prendre l'air, puis d'apprécier ensuite un peu mieux un sentier. Là, lorsqu'on le fréquente, on réalise le travail qui va derrière l'entretien et la création d'un sentier. Ça, c'est très vrai. Puis là, on dit que ces nouveaux sentiers-là rendus disponibles, là, ça créera une nouvelle expérience pour les gens qui vont les utiliser. Je me dis que ça demande de la créativité aussi, parce que savoir comment placer le sentier, c'est quoi l'ouverture, qu'est-ce qu'on veut donner, on veut que ça ait l'air comme pour les gens. Ça demande de la créativité, hein? Oui, puis c'est certain, mais on a des employés qui travaillent fort à intégrer le mieux possible ces sentiers-là, en prenant en considération toujours l'impact environnemental que les sentiers peuvent avoir, puis l'expérience du visiteur, puis d'intégrer ces sentiers-là à l'expérience visée. Chaque sentier a un objectif, que ce soit pour parfois le transport actif, parfois pour... une expérience un peu plus sportive. Des fois, c'est pour la contemplation de la nature. Il y a toujours un objectif, puis on s'assure que le développement du sentier se fait en conséquence. Puis, juste pour revenir sur le projet, on fait un projet en 4 phases. Pour le moment, on a réussi à compléter les 2 premières phases qui font qu'on a intégré quand même une trentaine de kilomètres de sentiers grâce au travail bénévole dans les secteurs de Hull, Chelsea et Wakefield. Et puis là, on travaille sur un autre 25 km qui fait partie de la phase 3. Et puis ensuite, on va s'attaquer à la phase 4 qui est plus sur l'escarpement d'Urdley, dans l'ouest du parc, si on veut, là, dans le secteur de Luxville. Est-ce qu'en ce moment-là, phase 3 et phase 4, là, c'est quelque chose que vous allez travailler? Il y a l'hiver qui s'en vient. L'hiver, on n'est pas en mesure de travailler sur les sentiers parce que la majorité de nos interventions, c'est sur la surface, c'est sur la terre, les roches. Puis évidemment, c'est couvert par de la neige. Il peut y avoir des interventions au niveau de la signalisation, des balises de sentiers, des fois de l'émondage, là, ou justement au niveau de la végétation, mais le gros du travail des bénévoles, c'est vraiment au niveau de la surface du sentier. Fait qu'il faut que ce soit des périodes, c'est de mai à... On achève là, de mai à novembre, si on veut. Je confirme avec toi, Pierre, que les bénévoles sont bien encadrés avant d'être emmenés sur le terrain. En fait, les bénévoles sont encadrés lorsqu'ils sont sur le terrain. Okay. On a des employés sur place qui, justement, supervisent les travaux, qui donnent une formation aux gens qui en ont besoin. Et puis, éventuellement, on va intégrer un programme, justement, de formation. Les gens pourraient venir
un week-end au parc de Gatineau, au centre des visiteurs, puis on va leur montrer comment opérer chaque outil, on va leur montrer comment faire... Il y a des travaux qui sont un peu plus complexes, disons, faire des pavés en roche, des choses comme ça. On va leur montrer tout ça. Mais là, en ce moment, on est surtout basé sur un système d'apprentissage par la tâche. Fait qu'ils font la tâche, mais on est là pour les encadrer, puis ils apprennent, puis ils voient quel genre de tâche qu'ils aiment. Super. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Vous faites un excellent travail et puis nous, on va inviter les gens à télécharger la carte interactive pour savoir où est-ce que vous êtes rendus. Bonne journée. Merci. Puis juste une petite note, si les gens veulent s'inscrire pour être bénévoles au parc de Gatineau dans ce projet-là ou un autre projet, ils peuvent toujours aller sur le site web de la CCN. Il y a un formulaire en ligne pour s'inscrire. Merci beaucoup. Je vais le rappeler. Merci. Ça. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, comme Pierre vient de le mentionner, pour être bénévole, ça sera au www.ccn-ncc.gc.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec l'un des collègues de M. Dorego qui va nous parler de lui, son travail en tant qu'agent de conservation. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Que fait un agent de conservation à la Commission de la capitale nationale? Je ne le sais pas, mais je pense que mon invité, M. Christian Laurin, va nous dire davantage. Et ça, c'est ma première question. C'est quoi votre rôle, les agents de conservation? Nous, pour la Commission de la capitale nationale, on a un rôle très varié. On touche à plusieurs aspects sur les terrains de la Commission de la capitale nationale, mais en soi, là, il y a 3 enjeux principaux sur lesquels on travaille. C'est la sécurité publique, la protection et la conservation de l'environnement et des infrastructures de la CCN. Et puis aussi, on a un rôle de sensibilisation et d'éducation auprès des utilisateurs de nos terrains, de nos propriétés. Alors, j'aimerais juste poser une question avant qu'on continue. Est-ce que vous êtes en tenue de travail? C'est comme ça que ça se présente? Oui. En ce moment, j'ai une tenue de travail. On est des fois habillés différemment sur le terrain. Là, on peut voir, je suis en patrouille nautique sur justement l'image qui est présentée en ce moment. Et puis aussi, on peut vêtir une veste anti-balles. C'est une veste de protection qu'on utilise là, pour l'application de la loi. Tout comme les autres membres qui appliquent la loi dans la région. Et puis, vous êtes 12, si je ne me trompe pas, dans votre département comme agent de conservation, c'est ça? Maintenant, on est rendu 14 qui travaillent à l'année, donc dans le groupe des agents de conservation, oui. Quand j'ai vu le nombre, j'étais comme, comment ils travaillent? Parce que 12, pour moi, selon moi, 14, pardon, pour moi, j'ai l'impression que c'est peu pour tout ce que vous avez à couvrir. Donc, on va expliquer aux gens qui nous regardent, surtout à moi, c'est quoi une journée de travail typique? Une journée de travail, comme vous dites, oui, on est une petite équipe parmi une grosse organisation.
Les agents de conservation, voyez-vous, effectivement, ça peut sembler petit, mais on travaille aussi dans le parc de la Gatineau, qui est une propriété de la Commission de la capitale nationale. On a aussi tous les terrains de la ceinture de verdure qui se retrouvent en Ontario, et puis aussi tous les milieux urbains. On a énormément de propriétés dans les parcs urbains. Donc, en soi, avec notre groupe, d'une journée à l'autre, on peut se retrouver à travailler au centre-ville, dans la capitale nationale du Canada. Et puis après ça, on peut se retrouver au lac La Pêche, qui est dans le nord du parc de la Gatineau. Et puis aussi, après ça, on peut le lendemain être dans la mer Bleue, dans la ceinture de verdure. Donc, on a un territoire qui est très vaste et qui est très achalandé aussi. Comme vous pouvez comprendre, quand on est au centre-ville d'Ottawa, il y a énormément de gens. C'est parmi la population, c'est un grand centre urbain. Donc, c'est un beau défi pour nous de couvrir tous ces territoires-là. Donc, une journée, par exemple, pour vous, Christian, quand vous arrivez au travail, vous savez exactement que ce matin, vous serez au centre-ville, ensuite vous allez dans le parc de la Gatineau. Est-ce que c'est comme ça ou au fur et à mesure dans la journée, ça change? C'est varié. Ça peut varier d'une journée, pendant la journée parce que c'est sûr qu'on travaille sur des corps de travail puisqu'on est une équipe, donc on essaie de couvrir le plus de temps possible, la plus grande plage horaire dans une journée. Donc normalement, on va être entre 6 et 7 agents par jour qui vont travailler. Et puis effectivement, on peut avoir certaines tâches bien définies pendant une journée, mais en gros, on va patrouiller les propriétés. Donc si mettons, on est dans la saison de pêche, ben c'est certainement, on va aller dans le coin du lac La Pêche où il y a un gros lac et puis on va aller vérifier des pêcheurs. Par contre, si on est durant le Festival des Tulipes, donc on va se tenir dans les événements au centre-ville. Donc ça peut varier comme ça de saison en saison. Et puis durant la journée, bien, on peut avoir un appel pour une recherche et sauvetage, on peut avoir un appel pour un feu de forêt, on peut avoir un appel pour un immobilisant chimique de la faune. Donc, c'est très variable durant une journée. Wow. Comme vous pouvez voir, là, c'est un feu de forêt qu'on a combattu cet été. Et puis, celui-là n'était pas évident parce que c'était justement dans le nord du parc de la Gatineau. Et puis, on devait se rendre là avec une équipe de 3 agents. Et puis, le seul accès qu'on avait, c'était en bateau. Donc, on a dû tout transporter notre matériel dans une chaloupe. Évidemment, c'est vaste, le parc de la Gatineau. Des fois, les feux de forêt, ils sont dans des endroits qui sont... Ça les feux, oh my God! Oui, ça va vite. Et puis, on doit agir rapidement aussi. Spécifiquement, celui-là, on a dû le contenir le plus rapidement possible parce qu'il était sur une presqu'île. Et puis, s'il débordait et puis rentrait à l'intérieur de la forêt, on se retrouvait avec un plus gros problème sur les épaules. Donc, les feux de forêt, c'est un aspect qui est assez... C'est un gros défi pour nous de combattre les feux de forêt. Et c'est très ardu aussi. Ah, ben, je peux imaginer, là. Je suis une grosse paniqueuse, là, donc je peux comprendre. Mais il y a aussi le sauvetage que vous faites, là. Je pense qu'on a même une photo où est-ce qu'on était en train de sauver un animal. Oui, ça, c'est l'immobilisation chimique de la faune. Donc, effectivement... ça peut arriver durant l'été. C'est surtout durant la saison estivale où les animaux se promènent et puis peuvent se retrouver en centre urbain. Oh, comme vous pouvez voir, là, c'était au centre-ville d'Ottawa, dans un quartier résidentiel. Puis le pauvre chevreuil, il s'est retrouvé vraiment pris dans un labyrinthe de maisons et de cours. Donc, malheureusement, il ne pouvait plus s'en sortir. Donc, ça, on est appelés, nous, les agents, et puis on est formés pour faire l'immobilisation chimique de la faune. Et puis ça, c'est un travail que j'aime énormément faire, cette proximité-là avec l'animal. Et puis la formation qu'on a, elle est très, très, très poussée. On agit en sorte comme une partie de vétérinaire qui est appliquée. Comme vous pouvez voir, on peut mettre sur les images, là, il y a un tube, il est intubé. Ouais. L'ours, on donne de l'oxygène aux animaux. Vous êtes fort. On prend les paramètres physiologiques pour s'assurer que l'animal est bien immobilisé, que ça se passe bien pour lui. On prend les températures, le taux d'oxygène, on prend le pouls et puis les rythmes cardiaques. Comme ça, on peut s'adapter. S'il peut y avoir des complications, ben à ce moment-là, mettons un exemple, si l'animal devient une température élevée, qui s'en va
en hyperthermie, ben on va le refroidir. Donc, on suit les paramètres comme ça pour que l'immobilisation se passe bien. Et puis après ça, on va le relocaliser. Et puis ça, pour nous, c'est la traite. C'est la traite pour les agents de conservation. Quand on relocalise l'animal, comme vous pouvez voir, on prend soin d'eux. Et puis une fois qu'ils se lèvent, on est très heureux, puis ils retournent en nature. Je vais te garder avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai une dernière question, une question piège pour toi, là. Et puis je pense que les spectateurs, resteront avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, je vous amène en Thaïlande avec Parouji Akara Sewi. Elle va nous parler de la cuisine, de la communication et de sa passion pour les réseaux sociaux. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Les agents de conservation à la Commission de la capitale nationale font un excellent travail et Christian nous en parlait tantôt. Ma question piège, vite fait, parce qu'il va nous rester 1 minute. Est-ce qu'il y a un souvenir d'une situation d'urgence qui vous a marqué? Situation d'urgence, surtout, oui, quand on va chercher, mettons, des gens qui se sont blessés en forêt. Ça, pour moi, c'est un gros challenge d'aller les chercher, surtout en milieu éloigné. Et puis, on doit, des fois, apporter notre matériel. C'est un gros travail d'équipe, soit avec des pompiers, soit avec des sauvetages bénévoles Outaouais aussi, qui est un partenaire qui travaille avec nous. Et puis, c'est sur des longues heures, et puis c'est de retrouver ces personnes-là qui est le défi. Et puis ça, c'est avec des coordonnées GPS, et puis de transporter tout l'équipement pour pouvoir récupérer ces personnes-là. Donc ça, c'est très valorisant une fois qu'on a trouvé la personne, et puis qu'on la sort de la forêt, et qui est en bonne santé aussi. Ça, c'est très valorisant pour notre groupe. Vous faites un excellent travail là aujourd'hui. Là, j'ai été très ravie de parler avec votre collègue et vous. Ça nous permet de voir la Commission de la capitale nationale sous un nouvel angle. Et ça, là, je pense que les téléspectateurs ont aussi apprécié. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Avec plaisir, merci. Au revoir. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Demain, nous serons encore en live à partir de 11 heures avec de nombreux invités qui vont sûrement vous intéresser. On se voit demain. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients.
Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers.